Coucou, comment ça va? Alors c'est une vidéo que je devais filmer depuis les grandes vacances, mais bon, j'avais pas vraiment eu le temps et puis mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, on va parler de sujets d'actualité, de choses vraiment intéressantes en fait. Et après, à la fin, vous pourriez même donner votre avis, commenter, voilà. D'abord, on va parler de la personnalité juridique, mais on va plus se focaliser sur les droits. Ensuite, on va parler des régimes restrictifs des libertés, vu que c'est quelque chose, c'est un sujet d'actualité. Il y a eu l'état d'urgence et il y a également d'autres types de régimes. Pour finir, on va parler de la légitimité et de la légalité. C'est quoi le rapport entre les deux notions? Parce qu'elles sont très souvent confondues, en tout cas dans la vie de tous les jours. Donc, je vais un peu rappeler la notion de droit objectif qui renvoie à la règle de droit en tant que norme juridique qui se charge de mettre en place le fonctionnement, l'organisation des hommes au sein de la société. Donc, c'est un ensemble de lois, d'ordonnances, de règles auxquelles les hommes doivent se soumettre. Alors, quant à la personnalité juridique, ce sont les droits des citoyens ainsi que leurs obligations. Et comme on l'a dit tantôt, on va plus se focaliser sur les droits. Il y a plusieurs droits dont dispose l'homme. Il y a les droits civils, il y a les droits civiques, il y a les droits liés au travail, les droits réels, les droits personnels, etc. On a les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. On distingue ces deux droits. Donc, les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui ont une valeur pécuniaire, qui peuvent être convertibles en argent. Alors que les droits extra-patrimoniaux, ce sont des droits qui n'ont pas de valeur pécuniaire. Donc, ces droits sont dépourvus de valeur pécuniaire. On ne peut pas les convertir en argent. Par rapport aux droits patrimoniaux, on a par exemple les droits réels. Donc, le droit réel, c'est un droit qui nous relie à une chose. Par exemple, vous signez un contrat de bail. Vous disposez d'un appartement, vous avez le droit de jouir, le droit d'user de cet appartement, mais à chaque fin du mois, vous devez payer les loyers. On a aussi le droit personnel qui fait partie des droits patrimoniaux. Donc c'est un droit qui va vous relier à une personne. Par exemple, vous êtes créancier et cette personne est débitrice. Vous êtes créancier, vous êtes celui à qui on doit la dette et la personne débitrice vous doit une dette. Le droit personnel est donc un droit subjectif dont vous pouvez vous prévaloir sur une personne en particulier. Alors, quant aux droits extra-patrimoniaux, ce sont des droits dépourvus de valeur pécuniaire. Ce ne sont pas des biens, ils ne font pas partie du patrimoine. Ce sont des droits protégés par la Constitution. Donc, on a le droit au respect de la vie familiale, le droit au respect à la vie privée, le droit d'aller et de venir, le droit de circuler, garanti par l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. On a aussi le droit à la liberté de penser, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Il y a beaucoup d'autres droits en fait. Ce sont des droits qui ont valeur constitutionnelle. On a les droits politiques, les droits civils, les droits civiques, comme on l'a dit tantôt au début de la vidéo. Et ce sont des droits qui ne peuvent être violés par personne en fait. Ce sont des droits garantis par la Constitution qui est la norme des normes, comme le disait Hans Kelsen. Donc voilà. Toutefois, ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y avait eu dans le passé une grande instrumentalisation des règles de droit qui ont engendré des inégalités. Des inégalités quant aux droits des citoyens. Il y avait certains droits et certains privilèges accordés à certaines villes, à certaines provinces, au détriment de d'autres qui n'en bénéficiaient pas. Donc, c'est dans ce contexte qu'est apparue la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans lequel il est clairement affirmé que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et que la distinction sociale ne devait se faire que lorsqu'il y avait une utilité commune. Donc ça n'a pas toujours... il n'y avait pas toujours eu de la justice. Le droit n'a pas toujours été la justice et voilà. Il y a également pire que tout ça parce que vous savez tous que nos ancêtres étaient des esclaves. Et en 1685, une ordonnance fut promulguée sous le nom du Code noir. Et le Code noir, c'était une ordonnance qui avait pour but
de définir les conditions des esclaves au regard du droit. Par exemple, quand on regarde le préambule, il est clairement mis en exergue que le mot esclavage était un fait. C'était pas quelque chose de mal à cette époque, c'était un fait. Et par exemple, l'article 44 du Code noir nous dit expressément que l'esclave était considéré comme un meuble. Ça a permis d'une part aux Occidentaux de se développer à travers ce commerce triangulaire, et d'autre part, ça leur a permis de faire du mal, de porter atteinte à la dignité de ces êtres humains légalement, vraiment. Et c'est surprenant en fait. Le Code noir, c'est un livre qui a été structuré. Il y avait plein de chapitres. Il y avait des chapitres et des articles qui parlaient des châtiments qui devaient être faits aux esclaves. Et ça parlait également du marquage de fer, de la peine de mort. Bon, en tout cas, c'était une manière de maltraiter des êtres humains, nos ancêtres. Et je vous invite à aller regarder le Code noir sur internet parce que franchement, c'est tellement bien structuré. On dirait un code civil en fait. On dirait un code civil. Il y a un préambule, il y a beaucoup de choses. Mais ça fait mal quand même de voir que le droit a longtemps été instrumentalisé. Ça a longtemps été instrumentalisé. Les Blancs s'en servaient pour faire ce qu'ils voulaient en fait. Et ça devenait subjectif, ça devenait insensé en fait. Ça n'avait pas de sens, c'était inhumain. Ils faisaient des choses vraiment immondes avec ces règles de droit. Alors par exemple, il y avait 6 articles qui concernaient la nourriture, les vêtements et la conservation des esclaves. 16 articles qui étaient relatifs aux crimes, aux peines et aux châtiments. 3 articles qui étaient relatifs aux témoignages, aux donations et aux successions des esclaves. Ils n'avaient pas le droit de s'enfuir et s'ils le faisaient, ils avaient les oreilles coupées. Bref, c'est horrible en tout cas. On a tendance à dire qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Mais on voit que c'est pas le cas, C'était vraiment pas le cas à cette époque, au XVIIe siècle, où l'injustice régnait clairement. Passons désormais à la deuxième partie qui va porter sur les régimes d'exception. Bon, c'est un sujet d'actualité parce que c'est ce qui est arrivé. Il y a eu l'état d'urgence qui avait été instauré au Sénégal. Et bon, les droits et libertés sont en principe protégés et garantis par la Constitution. Mais on voit qu'en droit, il y a souvent des atténuations, voire des exceptions. Il y a des situations qui vont obliger les autorités à adopter certaines mesures pour préserver l'intérêt public. Et l'intérêt public, il faut savoir que c'est un objectif à valeur constitutionnelle. Donc, certaines mesures vont limiter les libertés. Et la protection et la préservation de l'intérêt public, c'est un objectif à valeur constitutionnelle. Alors, on a l'état d'urgence. L'état d'urgence qui est un régime exceptionnel adopté lorsqu'un État fait face à un péril imminent, à des calamités comme des catastrophes naturelles ou à certains événements qui vont troubler l'ordre public. Donc l'état d'urgence se traduit par un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative et par la limitation de la circulation, la fermeture des lieux publics, de certains endroits, les assignations à résidence lorsque certaines personnes sont considérées comme dangereuses, ou leur expulsion de l'État. Lorsque l'état d'urgence est instauré, la manifestation est interdite. Et l'état d'urgence peut être instauré sur une partie du territoire. Donc, on l'a vu au début, il y avait eu un couvre-feu. Il y avait eu un couvre-feu dans certaines régions. Genre, si je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais je pense qu'il y avait eu un couvre-feu dans certaines régions et dans d'autres régions, il n'y en avait pas. À cela, on peut ajouter que l'état d'urgence va à l'encontre de l'état de droit. Donc l'état de droit qui est un état dans lequel tous les pouvoirs politiques se soumettent au droit. Ici, l'état d'urgence va à l'encontre de l'état de droit en raison de la limitation, de la restriction de ses libertés. Voilà. J'aimerais dire aussi que s'il y a des conditions qui ne sont pas remplies,
s'il n'y a pas de péril imminent, s'il n'y a pas de trouble grave à l'ordre public, s'il n'y a pas de calamité, s'il n'y a pas quelque chose qui puisse faire que l'on soit dans l'obligation d'instaurer l'état d'urgence, là, ça devient illégal. Mais si toutes ces conditions sont remplies, en tout cas, c'est légal. Ce n'est pas légitime, mais c'est légal. L'état d'urgence est proclamé par décret en Conseil des ministres et c'est après le 12e jour qu'il ne peut être voté que par une loi ordinaire. Donc une loi ordinaire, une loi votée par le Parlement, au Sénégal par l'Assemblée nationale. Et c'est la loi numéro 8-2020 qui a habilité le président de la République dans un délai de 3 mois à proroger cet état d'urgence. Alors il faut savoir que l'état d'urgence au Sénégal date d'une loi du 29 avril 1969. Donc elle date de 51 ans et à cette époque, il n'y avait pas Internet. Donc en 2020, avec l'état d'urgence sanitaire qui a été instauré, on s'est posé la question de savoir si les restrictions des libertés devaient aussi se faire et devaient aussi être adoptées sur Internet parce que comme on l'a vu, c'était une période mouvementée. Tout le monde manifestait son mécontentement. Les gens ne pouvaient s'exprimer que via les réseaux sociaux, qu'ils ne pouvaient pas sortir ni manifester. Et finalement, on s'est dit que ces mesures restrictives, elles doivent s'appliquer aussi sur Internet. Et c'est pour cette raison que vous avez vu il y a certaines personnes qui ont été arrêtées chez eux. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Alors voilà ce qu'il fallait comprendre par rapport à l'état d'urgence. À cela s'ajoute l'état de siège. Donc l'état de siège, il y a l'état de siège en temps de guerre et l'état de siège en temps de paix. En temps de guerre, l'état de siège, c'est un régime d'exception dans lequel l'État va confier tous les pouvoirs aux autorités militaires parce que l'État est menacé par une armée extérieure. Et pendant la guerre, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine, donc ça peut être pour une longue durée. Le fait de confier les pouvoirs aux autorités militaires peut être pour une longue durée. Alors que en temps de paix, l'état de siège est temporaire. L'état de siège est instauré dans le cadre d'un péril imminent, par exemple une invasion étrangère ou une insurrection armée. Comme dans le cadre de l'état d'urgence, des prérogatives exceptionnelles sont octroyées au gouvernement. Après, la différence entre état d'urgence et état de siège, c'est le transfert des compétences aux autorités militaires. Dans le cadre de l'état de siège, les autorités civiles, elles vont se dessaisir et elles vont transférer leurs compétences aux autorités militaires. Donc, il y a le remplacement de la police par l'armée. Voilà. Il y a aussi une mobilisation nationale et une surveillance accrue. Une grande surveillance de la population. On est en face d'un danger en fait. On est en face d'une armée. Ça peut être une armée ennemie extérieure. Bon, ça peut être le terrorisme. Voilà. Il y avait une période où les gens étaient sortis manifester. Bon, on était en état d'urgence. C'était interdit. Mais il y a des gens qui sont sortis manifester. Il y a eu des morts. Paix à leurs âmes. Il y a eu des morts. Et après, l'État du Sénégal a fait une déclaration en affirmant qu'il y avait des forces extérieures qui s'étaient introduites et que c'était ces forces extérieures qui tuaient les gens et non pas les policiers. Voilà. Comme on l'a défini tantôt, l'état de siège est mis en place et est instauré lorsqu'il y a un péril imminent. Le péril imminent peut être une invasion étrangère ou une insurrection armée. Donc, à cette période et quelques jours après, il y a eu des chars de combat. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Mais en tout cas, la police a été remplacée par l'armée. Et ça a montré directement qu'on avait instauré un état de siège au Sénégal. Voilà, si vous vous rappelez de la date aussi, vous pouvez le dire en commentaire. Je voudrais rajouter à cela le contrôle des médias dans le cadre de l'état d'urgence, comme dans le cadre de l'état de siège. Grosso modo, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Ces régimes d'exception sont mis en place et on fait face à une situation qui trouble l'ordre public. On est dans l'obligation d'adopter ces régimes. Bien vrai que ces régimes vont à l'encontre de l'état de droit et vont à l'encontre du respect des droits et libertés qui sont garantis par la Constitution. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour protéger, pour préserver l'ordre public. Voilà. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui va plaire aux citoyens. Il s'agit de préserver et de maintenir l'ordre.
la sécurité et la tranquillité. Le fait de déroger au respect des droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution, c'est légal dans le cadre de l'état d'urgence, de l'état de siège, etc. C'est légal parce que il y a des faits nouveaux, il y a des circonstances exceptionnelles qui sont apparues et qui font que l'État est dans l'obligation de prendre ces mesures. Voilà. Passons enfin au dernier point de la vidéo, la légitimité et la légalité. Deux notions qui sont confondues, qui sont très souvent confondues même. Ce qui est légitime n'est pas forcément ce qui est légal et vice-versa. La légalité ne signifie pas pour autant la légitimité d'une chose. Donc la légalité, c'est quelque chose qui est conforme, qui correspond au droit positif. Quelque chose qui est en conformité avec les différents textes de droit, les lois, les ordonnances, etc. Donc, c'est dans le domaine du droit et c'est uniquement dans le domaine du droit. A contrario de cela, la légitimité, c'est ce sentiment d'acceptation qu'on a d'une chose ou d'une personne parce que c'est une bonne chose, c'est une chose qui répond aux exigences d'équité, de moralité, etc. Certaines lois, elles peuvent être légales, mais elles peuvent être dépourvues de valeur morale, comme la peine de mort par exemple. Le fait de tuer une personne, même si elle a commis des fautes, elle a commis des infractions, des crimes. La peine de mort, c'est pas quelque chose de légitime, ce n'est pas bien, mais c'est légal. La dictature aussi, ce n'est pas légitime, mais c'est légal. Certains pays se sont développés avec la dictature. Bien vrai que ça va à l'encontre de la démocratie, de la liberté d'expression, qui sont des principes vraiment, des droits qui sont protégés par la Constitution, mais c'est quand même légal, la dictature. Après, l'opinion populaire est très importante par rapport à ces deux notions. En tout cas, dans le cadre de la légitimité, c'est vraiment ce qui va faire qu'une chose ou qu'une personne soit acceptée. C'est ce qui va faire que cette chose sera positive dans les consciences. Et voilà, c'est tout. Bon, après tout ce que je viens de dire, si vous avez des critiques à faire, allez-y. Peut-être qu'il y a des manquements. Désolée pour les fautes aussi. Et si vous avez faites des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a intéressé? Et c'est surtout pour vous amener à un débat en fait. Enfin, pour que vous puissiez vous poser cette question, à savoir, est-ce que le droit c'est la justice? C'est vraiment la justice avec tout ce que j'ai dit. Parce que d'une façon générale, les gens considèrent que le droit c'est la justice. Alors que non. Le droit c'est une règle, c'est une norme impérative. C'est dans le but de maintenir l'ordre public, l'intérêt général. C'est tout. C'est ça en tout cas, avant d'être autre chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci, à la prochaine.